Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Le gouvernement du Rwanda, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR en sigle, a remis au gouvernement du Burundi un groupe de 115 réfugiés regroupés en 58 familles, dont la majorité vivait depuis plus de 10 ans dans le camp de Mahama, situé dans le district de Kirehe, à l'est du Rwanda. Majoritairement composé d'enfants et de femmes, ces réfugiés soulignent qu'au cours des 10 années passées au Rwanda, ils ont vécu en harmonie avec les Rwandais et se réjouissent de la gouvernance rwandaise qui, selon eux, leur a apporté un soutien constant dans presque tous les aspects de la vie quotidienne. Gonzague Karagire, responsable des programmes des réfugiés au ministère chargé de la gestion des urgences, MINEMA en sigle, affirme que ce retour s'est fait sur base du volontariat et qu'il a été rendu possible grâce à la collaboration entre le Rwanda et le HCR pour remettre ces réfugiés aux autorités burundaises. Depuis août 2020 jusqu'aujourd'hui, le Rwanda a remis au Burundi environ 31 000 réfugiés. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a participé à Luanda, en Angola, au 7e sommet Union africaine-européenne qui se termine ce mardi dans la capitale angolaise. Les dirigeants des deux organisations se réunissent sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme efficace ». À l'aube de 25 ans de partenariat, ce sommet est vu comme une opportunité de redéfinir les relations entre les deux continents, de passer à un partenariat plus équilibré où l'Afrique n'est pas juste bénéficiaire, mais un acteur stratégique. Il s'agit de repenser aussi l'architecture financière internationale. L'Afrique demande des mécanismes plus justes de restructuration de la dette. C'est l'occasion aussi d'un plaidoyer pour un multilatéralisme plus efficace pour renforcer la coopération Union européenne, Union africaine dans les forums mondiaux. La grande édition continue sur la télévision rwandaise. Les opérateurs qui suivent de près le développement du continent africain estiment qu'il reste encore beaucoup à faire pour que le secteur de l'énergie en Afrique puisse pleinement progresser. Lors de la conférence internationale sur l'utilisation de l'énergie en Afrique, les participants ont discuté des mesures à prendre pour faire face aux obstacles persistants, insuffisance de l'électricité disponible, manque d'infrastructures énergétiques adéquates, budget limité alloué aux initiatives visant à rapprocher l'électricité des Africains, ainsi que d'autres défis entravant le développement du secteur énergétique sur le continent. Le ministre des Infrastructures du Rwanda, Jimmy Gasore, a déclaré qu'il est nécessaire que les Africains réexaminent ensemble ce qui peut être fait pour que l'Afrique dispose d'une électricité suffisante. À ce propos, le ministre Dr Jimmy Gasore est revenu sur les grands projets dans lesquels le Rwanda collabore avec d'autres pays afin d'interconnecter les réseaux électriques dans le but d'étendre la distribution d'électricité à travers le continent africain. Les analystes qui suivent de près l'Organisation internationale de la francophonie se félicitent des réformes initiées par la secrétaire générale de cette organisation, Louise Mushikiwabo, depuis son élection à la tête de cette institution. C'est le cas de Morisanda Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et des Guinéens à l'étranger. Suivez. Notre organisation commune, l'OIF, a pu naviguer de façon parfaite dans les eaux troubles aujourd'hui des agitations au niveau international. Et l'OIF est presque l'une des seules organisations qui ont pu tenir face à toute cette agitation
sociales, économiques et politiques à travers le monde. Donc, la Guinée a proposé que cette gouvernance de l'OIF puisse continuer pour que l'OIF continue à tenir sa place dans le monde. La secrétaire générale, Mme Louise Bouchiki-Wabo, a fait un travail excellent. Et cela est reconnu par toute la communauté internationale, particulièrement par l'OIF, les pays membres de l'OIF. Elle a pacifié notre organisation, elle l'a placée sur orbite et elle a trouvé des innovations dans la gestion des crises politiques en Afrique. Ça, c'est un acquis pour l'OIF et donc c'est le lieu de féliciter la secrétaire générale pour ce travail excellent qu'elle a pu mener à la tête de notre organisation. L'Organisation internationale de la francophonie réunit 90 États, 90 histoires et une multitude de cultures. La langue française est-elle un pont solide ou un simple fil tenu face à cette immensité de diversité? Aujourd'hui, en marge de la conférence ministérielle qui se passe ici à Kigali, nous explorons l'équation culturelle de la francophonie et nous accueillons Madame Nivine Khaled, conseillère langue française et rédaction auprès de la secrétaire générale et ancienne directrice langue française et diversité culturelle francophone de l'OIF. Nivine Khaled, vous êtes au cœur de cette mosaïque. Bienvenue. Merci beaucoup de nous recevoir d'abord à Kigali, où nous sommes très contents d'être là, la 46e conférence ministérielle de la francophonie, qui se tient pour la première fois dans votre beau pays. Oui, la francophonie est un espace d'une diversité culturelle extraordinaire. Voyez-vous cette diversité comme une force motrice unique ou peut-elle être un défi pour la cohésion des pays membres? Alors, merci pour cette question. Sachez qu'en 1970, l'actuelle Organisation internationale de la francophonie a été formée, donc il y a plus de 55 ans maintenant, et elle était initialement appelée ACCT, c'est-à-dire Agence de coopération culturelle et technique. Donc pour dire qu'au cœur du projet francophone, il y a la culture et il y a la diversité culturelle. Et cette diversité culturelle, c'est en fait l'identité et la force de notre organisation, puisque c'est cette diversité qui permet à notre organisation d'être présente sur les 5 continents, qui permet à notre organisation d'avoir un amalgame et une grande variété de coutumes, d'histoires, de géographies différentes, mais qui pourtant trouve un lien, une cohésion, vous parliez de cohésion, qui trouve une cohésion grâce à un dénominateur commun qui est la langue française. Et donc, dans notre organisation, il n'est pas question d'uniformisation, mais il est question de cohésion. C'est-à-dire, notre mandat n'est pas de rendre tout le monde identique les uns aux autres, d'uniformiser, mais au contraire de profiter de la richesse, de la pluralité de nos 90 États et gouvernements. Et donc oui, pour répondre à votre question, ça pourrait être antinomique, mais ça ne l'est pas. Au contraire, c'est la force, la signature et l'identité de la francophonie, cette diversité-là. Le secteur culturel est un moteur économique crucial. Des actions concrètes et spécifiques, plutôt quelles actions concrètes et spécifiques mène actuellement l'OIF pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes dans ce secteur, vu que la femme et son autonomisation sont au centre de cette conférence ministérielle. Et pouvez-vous nous donner un exemple précis? Ah oui, j'ai plusieurs exemples à vous donner. Effectivement, comme vous le dites, nous appuyons, l'OIF appuie depuis sa création, c'est dans son mandat, les industries culturelles. Alors nous travaillons principalement dans 3 grands secteurs des industries culturelles, le livre, le spectacle vivant et le cinéma. Et bien entendu, parce que une des priorités de notre secrétaire générale depuis qu'elle est arrivée en 2019 à l'OIF, c'est l'attachement au soutien des femmes et des jeunes, eh bien nous avons, si vous voulez, repositionné un petit peu nos projets culturels au service des femmes aussi. Alors, sachez que dans le domaine culturel, les femmes ont un rôle majeur, mais malheureusement, elles restent très souvent dans le secteur informel. Et ce que nous faisons à la francophonie, c'est que nous accompagnons les femmes pour essayer, par exemple, dans le domaine du cinéma, nous avons un fonds qui s'appelle le Fonds Images de la francophonie, qui est un fonds de soutien
aux productions cinématographiques et audiovisuelles. Et dans ce fonds, nous donnons donc du financement et de l'expertise technique. Nous avons doublé les subventions que nous donnons aux femmes pour leur permettre d'émerger. Et entre 2014 et 2019, nous donnions des subventions de 300 000 €. Entre 2020 et 2025, ces subventions ont augmenté. Elles sont à peu près de 700 000 € pour soutenir et accompagner des projets cinématographiques et audiovisuels animés, réalisés par des femmes. Donc c'est une façon de nous assurer que les femmes puissent avoir des chances à peu près égales aux hommes dans ce domaine qui est parfois un peu compliqué pour... Au-delà de ça, nous avons aussi beaucoup travaillé pour la formation des femmes, notamment dans des niches très spécifiques qui étaient jusqu'à présent réservées un petit peu aux hommes, comme par exemple tous les métiers en lien avec ce que nous avons ici, c'est-à-dire les métiers du son, les métiers du montage, les métiers de la captation. Tous ces métiers étaient jusqu'à présent un petit peu réservés à la gente masculine. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner les femmes pour qu'elles puissent aussi, elles, et notamment les femmes du continent, mais pas que, c'est que pour qu'elles puissent aussi, elles, être des ingénieurs de son, des ingénieurs de lumière, et donc participer à toute la chaîne de valeur qui permet à une production cinématographique ou audiovisuelle d'arriver à terme et d'être finalisée. Alors, en parlant d'art, d'artistes, la mobilité des artistes est essentielle et c'est un des secteurs dans lesquels votre organisation intervient. Comment l'OIF soutient-elle les créateurs francophones pour qu'ils puissent circuler et diffuser leurs œuvres sur la scène internationale? Alors, cette question, elle est portée de deux façons. Il y a le plaidoyer politique de nos États et gouvernements. Vous savez que tous les 2 ans se tient un sommet de la francophonie. Le dernier en date s'est tenu en 2024 en France, à Villers-Cotterêts et à Paris. Et il y a eu une déclaration, qui est la déclaration de Villers-Cotterêts. Et dans cette déclaration, les chefs d'État et de gouvernement de nos États membres ont pris des engagements pour réaffirmer leur soutien à la circulation des artistes et de leurs œuvres. Donc nous, à l'OIF, nous soutenons cette circulation. Alors, on vient de lancer en 2024 un appel à projet pour la mobilité des artistes et de leurs œuvres. C'est-à-dire que non seulement eux, ils doivent pouvoir circuler dans l'espace francophone, mais aussi avoir une possibilité d'exposer. Donc on a 2 types de mobilité. On a la mobilité de mise en réseau, parce qu'un artiste isolé, c'est très compliqué. Dans le domaine de la culture, ce qui est important, et d'ailleurs dans beaucoup d'autres domaines, c'est effectivement la mise en réseau. C'est l'écosystème. C'est de pouvoir fréquenter, parler, échanger, discuter, signer des contrats, obtenir des prêts auprès des banques, parce qu'il faut savoir aussi que le secteur culturel est l'un des secteurs où il y a le plus de difficultés pour obtenir un prêt auprès d'une banque d'investissement ou une banque normale, une banque locale, parce que les banquiers sont très, très frileux à passer de l'argent à des gens de l'espace culturel, en se disant que peut-être ils ne vont pas être capables de rembourser, voilà, de rembourser. Donc cette mise en réseau, le fait de créer un écosystème professionnel permet justement à nos artistes de se connecter, et surtout avec maintenant tous les nouveaux moyens que nous avons, toutes les technologies nouvelles. Il est extrêmement important d'être dans cet écosystème technologique qui fait qu'ils peuvent se rencontrer, se parler, se confronter, échanger les bonnes pratiques et avoir accès peut-être à des financements. Et il est important de savoir que, je vous parlais tout à l'heure d'une signature de l'OIF. L'OIF est un acteur de confiance. L'OIF a joui dans l'espace francophone d'un crédit de sympathie et comme je le disais, de crédibilité aussi. Et donc, quand nos acteurs culturels ont la chance d'être soutenus par l'OIF, même si c'est avec un petit soutien qui leur permet de se déplacer, eh bien, cela est un levier qui permet à d'autres bailleurs de venir continuer ce que nous avons commencé. Et donc, pour revenir à votre question initiale, donc il y a cette mobilité de mise en réseau, et puis il y a une mobilité qui est une mobilité d'exposition et de représentation. La mobilité d'exposition, c'est que de quelle façon est-ce que nous accompagnons nos acteurs culturels. Par exemple, nous accompagnons dans le domaine du spectacle vivant et de l'art visuel, qu'on puisse les aider à faire circuler leurs œuvres pour
pour venir aussi être international, pour parvenir à l'internationalisation et ne pas rester simplement au stade local. Et nous aidons beaucoup donc, nos artistes à cette émergence sur la scène internationale qui leur permet aussi de changer, de booster leur carrière. Face aux géants du numérique, la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones est un combat encore. Quelle est votre stratégie pour s'assurer que ces œuvres trouvent leur public digitalement ? Alors, déjà, permettez-moi d'expliquer ce qu'est la découvrabilité, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaît ce concept. Alors, c'est un concept qui est né au Canada, Québec, à peu près vers les années 2016-2017. Et qu'est-ce que ça veut dire, la découvrabilité? Tout simplement, c'est, vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a commencé à parler, on a parlé de la diversité culturelle. Bien, cette diversité culturelle, elle doit aussi s'exprimer dans l'environnement numérique. Parce que c'est cet environnement-là, aujourd'hui, qui est prégnant, qui est présent, et donc on doit s'assurer que les contenus culturels francophones soient présents physiquement, mais aussi qu'ils soient présents sur la toile. Et donc la découvrabilité, c'est le fait de pouvoir accéder, c'est l'accessibilité, la visibilité et la recommandabilité des contenus culturels francophones en ligne. Et donc, en 2017, nous avons tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une ministérielle de la culture où déjà on commençait à parler un peu du fait que nous devons nous assurer que ce que nous voyons dans le monde physique se trouve aussi dans le monde numérique, puisque c'est là que se fait la consommation aujourd'hui. Et puis, il y a eu une deuxième conférence en 2024, en mai précisément, mai 2024 à Québec, la conférence des ministres de la culture francophone, qui ont réaffirmé leur engagement pour la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne. Cet engagement passe par du plaidoyer, c'est-à-dire une sensibilisation faite par les acteurs publics et gouvernementaux, notamment les ministères, mais aussi par des actions concrètes. Alors les actions concrètes, puisque comme vous le savez maintenant, la francophonie c'est du concret, ça passe par quoi? Ça passe par le fait que nous aidions, nous accompagnons nos acteurs culturels pour les rendre visibles sur la toile. C'est-à-dire que pour certains, évidemment, tout le monde n'est pas dans la même situation. Les acteurs culturels n'ont pas les mêmes compétences numériques, donc nous les accompagnons pour qu'ils acquièrent des compétences numériques. Nous les accompagnons pour que, par exemple, tout simplement, ils aient une page Facebook. Nous les accompagnons pour que, tout simplement, ils soient référencés sur Wikipédia et que, peu à peu, ils s'aperçoivent que pour être présents sur la toile, il faut de la formation, il faut de l'information et il faut aussi du réseautage. Et c'est comme ça que nous travaillons beaucoup avec nos acteurs culturels pour nous assurer donc qu'ils ont les compétences nécessaires, compétences numériques, mais aussi qu'il y a tout un écosystème qui est favorable avec des lois pour préserver leurs droits, parce qu'ils ont des droits, les droits voisins, les droits d'auteur, le statut d'artiste, toutes ces choses-là, avec les politiques publiques des États et gouvernements et les engagements évidemment de nos ministres, on espère, pourront dans les années à venir favoriser la présence de la diversité culturelle sur la toile et donc dans l'environnement numérique. Et c'est sur cet hommage que nous finissons cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.